Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans cette émission spéciale de l'invité de C22. Nous sommes avec Abdou Semar, journaliste et rédacteur en chef du média d'investigation Algérie Part. Bonjour Abdou Semar, vous avez sorti une série d'articles ces derniers jours sur Farid Zinedine Benchik, le chef de la police algérienne. Vous avez sorti donc des révélations sur lui, sur sa vie à travers plusieurs documents. Vous êtes avec nous pour en parler, Abdou Semar. Les documents que vous avez publiés sur l'achat en France d'un bar-restaurant par le patron de la police sont authentiques, publics. Farid Benchik a visiblement transgressé la loi algérienne, pourrait donc être logiquement puni par la loi. Racontez-nous comment est-ce que vous vous êtes procuré ces informations, quelle a été l'ossature de votre enquête, sur quels éléments vous vous êtes appuyé? Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation, Mehdi. Donc, effectivement, nous avons lancé sur Algérie Part une vaste enquête qui concerne le patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchik. Cette enquête s'était déroulée sur plusieurs actes, plusieurs épisodes. C'était un feuilleton parce que les informations que nous avons pu récupérer et que nous avons pu obtenir étaient effectivement des informations assez alarmantes et inquiétantes du point de vue de la loi algérienne. Et comme vous venez de dire, la loi algérienne, beaucoup de gens ne le savent pas. En Algérie, en tout cas, il y a un manque de culture juridique impressionnant et qui reste intriguant jusqu'à aujourd'hui. Personne ne fait l'effort d'expliquer aux Algériennes et aux Algériens pourquoi il n'est pas possible de détenir des comptes bancaires à l'étranger et des avoirs immobiliers, c'est-à-dire des logements ou des biens immobiliers à l'étranger quand on est résident en Algérie. Alors, la loi algérienne, elle est simple. En Algérie, il y a une loi qui s'appelle la réglementation d'échange, la loi sur la monnaie et le crédit, qui régit toutes les opérations bancaires et les opérations financières du pays. Et cette loi, il y a un article, plusieurs articles, dont l'article 7, l'article 126, etc., qui explique précisément qu'il y a un dispositif juridique où il est dit, qui interdit à tout résident en Algérie d'avoir des biens immobiliers ou des biens financiers, c'est-à-dire des comptes bancaires, des avoirs financiers ou immobiliers à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, il faut savoir que le dinar algérien est une monnaie qui n'est pas convertible. Comme le dinar n'est pas convertible, lorsqu'on doit acheter à l'étranger, etc., on ne peut pas passer par le canal bancaire parce qu'il n'y a que les importations qui sont financées par le canal bancaire en Algérie. Les importations sont financées après l'autorisation de la Banque d'Algérie. Et comme le dinar n'est pas convertible, quand on importe depuis l'étranger, le taux de change qui est proposé par les banques algériennes n'est pas le véritable taux de change qui est pratiqué dans le marché parallèle. C'est-à-dire que ce n'est pas le taux de change qui traduit la véritable valeur du dinar à la suite d'une équation basée sur l'offre et la demande, mais la valeur du dinar, le taux de change, est pratiqué selon un taux fixe financé par la Banque d'Algérie. Et la différence entre la valeur réelle du dinar face aux devises, l'euro et le dollar notamment, et la valeur auquel le dinar est vendu en échange de ces devises, ou la valeur auquel les devises sont vendues en échange de ces dinars, elle est prise en charge par les autorités algériennes. Donc il faut des autorisations, il y a un certain nombre de conditions légales doivent être réunies pour pouvoir faire des importations depuis l'étranger. Et comme le dinar n'est pas convertible, on ne peut pas sortir son argent depuis l'Algérie pour aller acheter en France ou en Espagne ou à Dubaï ou n'importe quel autre pays. On est dans l'illégalité absolue. C'est des violations de la réglementation algérienne qui peuvent être relatives à l'évasion fiscale, qui peuvent être aussi punies dans le cadre de la lutte contre les transferts illicites de devises vers l'étranger et qui peuvent donc aboutir aussi à des pratiques scandaleuses d'enrichissement illicite. Dans les trois cas, c'est puni sévèrement par la loi algérienne. Alors, quand on est un fonctionnaire de l'État, comme le cas du patron de la DGSN, Farid Zinedine Benchik, pour la police algérienne, c'est encore doublement interdit. Aucun pays au monde n'autorise un fonctionnaire de la police qui est payé, qui est salarié de l'État et qui est censé travailler uniquement pour l'État et pour l'intérêt général et pour la protection de la sécurité publique et l'ordre public. Il n'est pas possible qu'il ait des activités connexes ou qu'il ait des activités économiques au-delà de son travail. Ce n'est pas possible. Dans aucun pays au monde, un policier, on est à plein temps policier. On n'est pas policier à mi-temps. Donc c'est au moment où il était policier et au responsable de la DGSN en 2015 et en 2016 où il a pu lancer un business en France dans l'illégalité absolue, comme je viens de dire. En plus de son statut, la réglementation interne au sein de la DGSN, à savoir la police algérienne, interdit aux policiers d'avoir une activité économique ou un business en parallèle de leur métier de policier.
Vous avez sorti ces documents donc, il y a quelques semaines, fin janvier, début février. Votre première publication sur le patron de la police algérienne date d'avant l'arrestation de votre collaborateur ou après son arrestation. Est-ce qu'il y a une coïncidence derrière ça? C'est la question que je voulais vous poser. Beaucoup de gens nous posent cette question-là parce que souvent on nous répond que c'est de la vengeance, que Algérie Part a voulu se venger contre la police algérienne après l'arrestation de mon collaborateur. Il faut savoir que l'arrestation de mon collaborateur, elle est déplorable, elle est à dénoncer. Tout média qui se respecte et tout journaliste qui se respecte devrait la dénoncer. On ne peut pas tolérer l'arrestation d'un collaborateur de la sorte. On l'a exposé comme une bête de cirque, on l'a obligé à faire un témoignage complètement hallucinant où on nous accuse d'être un réseau de mafieux qui complotent plutôt contre la sécurité nationale. C'est tout simplement absurde, c'est surréaliste. Même dans les dictatures les plus archaïques, comme la Birmanie ou la Corée du Nord, on n'a pas vu un scénario d'aussi mauvais goût. Donc, il y a un collaborateur qui a été arrêté parce qu'il publie des articles sur Algérie Part, parce qu'il donnait des informations à Algérie Part, et donc c'est tout à fait immoral, pour ne pas dire même illégal, parce que toute personne, un lanceur d'alerte, il a le droit à la protection, et quelqu'un qui collabore avec un journal n'est pas un criminel, ne peut pas être assimilé à un réseau criminel. Donc Samir Lounès peut être considéré comme un détenu d'opinion, en quelque sorte, un détenu politique, en début du contenu de son témoignage, qui effectivement, je le prends avec au conditionnel. Quand on est dans les conditions de détention en Algérie, on est forcé malheureusement à dire des choses qui sont pas très raisonnables. Mais à quel moment qu'il avait été arrêté, votre collaborateur? Il a été arrêté à la suite visiblement d'après nos informations, il a été arrêté à la suite d'une dénonciation. Il n'a pas été arrêté à l'aéroport international d'Alger à sa venue, parce qu'il est résident en France. Il a été arrêté à Cheraga à la suite d'une dénonciation de la part de quelqu'un qui l'avait dénoncé à la police algérienne. Et la police algérienne a procédé à son arrestation, à la perquisition de son domicile, là où il se trouvait à Alger, à Cheraga. Et elle a trouvé son téléphone, son appareil, son smartphone. Et contrairement à ce que croient, parce que la police algérienne et les autorités algériennes ont fait croire aux Algériennes et aux Algériens qu'ils ont capté nos discussions WhatsApp, qu'ils ont piraté, je ne sais pas quoi. L'Algérie, malheureusement, je le dis, n'a pas les moyens de pirater WhatsApp. Il faudra peut-être encore beaucoup de décennies de développement pour que l'Algérie puisse rivaliser avec la technologie américaine. Donc, Samir Lounès avait ses appareils électroniques avec lui, qu'il les avait ramenés de France et les avait mis à la disposition de la police algérienne lors de son arrestation. Et c'est là où ils ont trouvé mes discussions avec lui, des discussions entre un directeur de publication et un collaborateur. Sans plus ni moins. Voilà. Après, est-ce que c'est de la vengeance ou pas, Mehdi? Moi, j'allais dire, ça n'intéresse pas les Algériens. Est-ce qu'ils intéressent les Algériens? Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, on va dire que c'est une riposte. Moi, je dirais que c'est une riposte contre les attaques perpétrées par la DGSN contre la rédaction d'Algérie Pat. Mais après, ce n'est pas ça qui intéresse les Algériens et les Algériens. Est-ce que nos informations sont vraies ou pas? Que ce soit de la vengeance ou pas, ça, je pense que c'est un débat qui ne relève pas de l'information, mais de la morale. Vous avez cité le mot vengeance, vous dites que ces documents n'ont pas donc été sortis par vengeance. La question que je me posais, c'est pourquoi ce timing? Pourquoi est-ce que vous les sortez maintenant et pas à un autre moment? Alors, il faut savoir que dans le journalisme d'investigation, ça prend du temps pour sortir des documents. Une enquête, ça prend beaucoup de temps. Une enquête, généralement, c'est plusieurs mois. Il faut récupérer les bons documents, il faut les expertiser, il faut les analyser, les diagnostiquer, il faut les comprendre. Ensuite, il faut commencer à rédiger des enquêtes, des articles pour les mettre en perspective, pour expliquer et éclairer de l'opinion publique. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, le timing ne relève pas de notre responsabilité, il relève d'un processus de travail et de recherche qui est complexe et compliqué. Le journalisme d'investigation, ce n'est pas un journalisme d'opinion où on vient, on fait une émission de télé, on raconte des blagues, ou on invite un ou deux invités. C'est un journalisme qui demande beaucoup plus de concentration et de recherche, et ça prend du temps. C'est pour ça qu'on aurait aimé, bien sûr, publier ces informations bien avant l'affaire de Samir Lounès et le collaborateur d'Algérie Part, mais malheureusement, on n'avait ni l'opportunité ni la possibilité. Et disons que l'affaire de Samir Lounès nous a permis juste d'accélérer nos investigations. L'enquête qu'on avait commencée sur Khaled Zindine Béchir avait commencé bien avant. Mais comme beaucoup d'enquêtes d'Algérie Part, ça prend beaucoup de temps pour les peaufiner et les achever.
Donc vous avez fait cette enquête sur plusieurs mois. Comment expliquez-vous la défaillance des services de sécurité algériens qui n'ont pas enquêté, eux, de leur côté, suffisamment, visiblement, hein, sur le responsable numéro 1 de la police? Alors, il faut savoir en Algérie comment ça marche. C'est important que les gens comprennent. La nomination de tout haut responsable en Algérie, elle est conditionnée normalement par une enquête d'habilitation. Qu'est-ce que c'est que les enquêtes d'habilitation en Algérie? Quand le président de la République veut nommer des responsables à la tête du ministère ou d'institutions sensibles de l'État, et il reçoit dans son bureau, dans son cabinet, 3 rapports sécuritaires. Un rapport du service secret, un rapport de la gendarmerie nationale, un rapport de la police nationale. Les 3 rapports doivent fournir, ils doivent donner des conclusions et des indications très précises sur le parcours, la moralité, la probité personnelle du haut responsable que le président veut nommer. Et à la lecture de ces rapports, le président prend ses décisions. Malheureusement, en Algérie, ce n'est pas que depuis l'époque d'Abdelmajid Tebboune, bien avant, à l'époque même de Abdelaziz Bouteflika, beaucoup d'enquêtes d'habilitation ont signalé des avis négatifs parce que les services de sécurité disent voilà, nous ne recommandons pas cette personne, voilà ce que nous avons découvert, voilà ce que nous avons constaté. Le président de la République n'est pas obligé de suivre ou de s'aligner sur les conclusions de ces rapports sécuritaires. Il peut faire fi de ces conclusions pour prendre sa décision. Donc il y a une défaillance, d'abord je dirais d'ordre politique, parce que le président a nommé quelqu'un qui n'aurait jamais dû être nommé à sa place, ça c'est de 1. De 2, il y a une défaillance. Je ne sais pas quels étaient les contenus de ces enquêtes d'habilitation, je ne les ai pas consultés, mais je sais que régulièrement, quand dans le cas de plusieurs hauts responsables durant ces 10 ou 20 dernières années, beaucoup d'enquêtes d'habilitation ont invalidé le CV ou ont recommandé de ne pas confirmer la nomination de certains hauts responsables. Malheureusement, ces enquêtes n'ont pas été suffisamment prises en compte par le pouvoir politique. Vous dites dans votre enquête, Abdou Semar, que Farid Benchir s'est vu retirer son titre de séjour français en 2019, mais vous dites aussi qu'il détient une carte de résidence française d'une durée de 10 ans qui va donc jusqu'en 2025. Donc si on comprend bien, il avait 2 titres, il lui en reste qu'un. Qu'est-ce que ça a changé pour lui finalement? Non, il n'avait qu'un seul titre. On ne peut pas avoir 2 titres de séjour en France. On a une seule titre de séjour. Alors, le titre de séjour qui a commencé depuis 2015, sa validité courait jusqu'à 2025. Il lui a été suspendu, retiré en août 2019. Donc, officiellement, il n'a plus de titre de séjour en France. Il s'agit de cela, la véritable information. Il a été retiré, comme nous l'avons expliqué, pour un mariage plan, ce qui est puni par la loi française d'une peine de prison et ce qui est tout à fait illégal. Et dans ce cas-là, comme dans le cas de toutes les affaires qui impliquent des résidents étrangers, les résidences françaises, les titres de séjour sont annulés et invalidés. En ce qui concerne vos accusations d'espionnage, est-ce que ce sont des conclusions basées sur des suppositions ou vous avez des éléments concrets? Voilà, vos allégations d'espionnage se basent sur le fait que M. Benchir effectuait un stage en France avec des responsables français du ministère de l'Intérieur. Nous savons que beaucoup de cadres de services de sécurité ont eu des formations dans beaucoup de pays, pour ça la Corée du Nord, les États-Unis, l'Allemagne, la France. Pourquoi vous considérez cette formation comme un acte d'espionnage? Et si c'était le cas, pourquoi la France a publié dans son journal officiel le nom de M. Benchir si vraiment il était un espion? Leur espion. Je n'ai pas utilisé le mot espionnage à proprement parler. J'ai dit qu'il y a une collusion étrange avec des intérêts étrangers et qu'il y a des soupçons, effectivement, des soupçons d'exposer les intérêts algériens à des activités d'espionnage. Oui, des formations, il en existe. Mais le problème, c'est que M. Benchir, avant d'être nommé à la tête de la DGSN en Algérie, il n'était pas fort, il avait un titre. Il n'a pas eu un diplôme ou un document ou un certificat de la part d'une école de police française. Il était auditeur d'un centre de formation qui relève du ministère de l'Intérieur. Ça n'a rien à voir avec une simple formation de policier. Les formations de policiers en France se font avec les écoles nationales supérieures de police. Il en existe plusieurs établissements et avec plusieurs annexes à travers une dizaine de villes françaises. Ce n'est pas dans ce cadre-là que M. Benchir a été formé.
Donc, ce que nous avons révélé, nous, avec documents à l'appui, dans des décrets du journal de la République française, que M. Béchir a participé aux côtés de hauts responsables de la République française à des formations très pointues qui sont pratiquement exclusivement réservées à des directeurs centraux, à des magistrats français ou à des personnalités politiques ou des personnalités françaises très bien introduites au sein des services de sécurité ici en France, et que cela soulève des interrogations, surtout de la part d'un régime qui considère comme acte de trahison le fait d'être réfugié politique dans un pays étranger. Le fait qu'un opposant algérien milite depuis la France est considéré par le régime algérien comme un acte de trahison. Alors quand on a le patron de la police algérienne ou le premier responsable de tous les policiers algériens, quand il est lui-même, il a le titre, il était collaborateur de l'État français, il y a de quoi se poser des questions. Être auditeur auprès d'un établissement très sensible du ministère français de l'Intérieur, ce n'est pas une simple formation de vous à moi. Et il est légitime qu'on se pose des questions de la part, notamment lorsqu'on connaît la posture du régime algérien à l'égard des rapports avec les entités étrangères lorsqu'il s'agit des opposants. Et comment Farid Benchir pouvait justifier ses absences pendant sa formation en France alors que sa direction n'était pas censée connaître l'existence de cette formation? C'est la question qui devrait être posée au ministère de l'Intérieur en Algérie, mon cher. C'est ça. C'est les autorités algériennes qui devraient fournir ces réponses. Comment il aurait pu être... D'abord, la moindre des choses. Comment on peut être policier en Algérie et businessman et homme d'affaires en France? Premièrement, comment on peut être policier en Algérie et résident en France? Comment on peut être policier en Algérie et avoir un mariage blanc en France, en étant déjà marié en Algérie? Et là, il y a de nombreuses questions, mais malheureusement, notre métier de journaliste ne nous permet pas d'obtenir toutes les réponses. La balle est dans le camp des autorités algériennes, notamment de M. le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui est le seul habilité à prendre des décisions et à exiger des enquêtes internes. Notre boulot à nous s'arrête à donner l'information. On ne peut pas remplacer l'État algérien. Et d'après les documents que vous avez publiés, M. Benchir aurait organisé un mariage blanc, ce que vous disiez tout à l'heure, avec une citoyenne hollandaise pour se procurer une carte de résidence. Question, si vraiment il était espion de la France, pourquoi alors elle ne l'a pas aidé, n'a pas aidé son espion à se procurer cette carte de résidence? Vous savez, dans les jeux des États et des nations, les jeux des États et des services de sécurité étrangers, il y a des jeux de coulisses qui nous échappent. Vous pouvez lire, il y a une grande littérature dans ce domaine-là. La CIA, le FSB, la DGSE, le MI5, le Mossad ont eu à utiliser beaucoup d'indicateurs ou à utiliser des sources qui les ont jetées par la suite comme des vieilles chaussettes. Vous savez, la France défend ses intérêts, à juste titre, comme les États-Unis d'Amérique ou la Russie ou la Chine, comme toutes les grandes puissances du monde. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 entre Benchir et les Français pour qu'il y ait une telle sanction aussi humiliante? Ça, il faudra une autre enquête pour le démontrer. Je ne peux pas vous donner des réponses que je ne détiens pas. Je ne peux vous donner que des faits qui doivent susciter des interrogations. Et à un moment donné, il y a certaines enquêtes qui ne peuvent être menées que par les services de sécurité en Algérie, pas par la presse. On peut nous continuer à travailler ou à se poser des questions, à chercher des réponses. Mais il y a toujours des zones d'ombre que seulement les autorités pourront éclaircir ou éclairer ou mettre en lumière, parce qu'il s'agit vraiment d'attitudes très étranges. Et encore une fois, il y a toute une littérature dans ce domaine-là. Je peux vous renvoyer à une série Netflix sur Eli Cohen, le grand espion israélien, qui était le bras droit du président de la Syrie, de Hafez al-Assad. Vous allez me dire, mais comment les Syriens n'ont pas découvert que Eli Cohen était le bras droit de Hafez al-Assad, et pourtant il était son bras droit durant les années 60. Il avait même permis à Israël de gagner des batailles contre la Syrie. On est dans le monde, dans ce domaine-là. C'est le domaine du possible, où tout est possible, où tout est dangereux. Et nous ne sommes pas à l'abri de surprises très désagréables. Abdou Semar, vous avez sorti un certain nombre de révélations, un certain nombre de dossiers donc, sur ce chef de la police algérienne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour vous, au niveau des informations RGPD, des données personnelles de Farid Benchir que vous avez dévoilées, notamment autour de son mariage? Vous n'avez pas peur d'être condamné par la justice française, peut-être, à ce niveau-là? Je crois que la justice française devrait s'interroger elle-même. Comment elle a pu octroyer autant de privilèges à un responsable d'un régime étranger? Un régime d'ailleurs autoritaire qui massacre les droits de l'homme, qui emprisonne les militants des droits de l'homme, les journalistes et les opposants. Si la justice française devrait juger quelqu'un, je ne pense pas que ce sera moi. Peut-être la justice française devrait s'interroger aussi sur les conditions de vie
de plusieurs dirigeants algériens sur son propre territoire. Peut-être la justice française a trop à fouetter que de condamner un journaliste qui fait juste son travail, qui révèle, qui défend l'intérêt général de son pays natal et qui essaie juste de participer à la moralisation de la vie politique et publique de son pays. Mais vous, à titre personnel, est-ce que vous avez, enfin, je veux dire, vous avez utilisé ces données, voilà, vous les avez publiées sur votre site internet. Il n'y a pas des risques pour vous juridiquement parlant? Honnêtement, je suis condamné à mort le 17 février 2022 dans mon pays. J'ai fait déjà de la prison en Algérie. J'ai été contraint de quitter mon pays et mes enfants sont pris en otage depuis 3 ans. Mes parents sont pris en otage depuis 3 ans. Le nombre de mandats d'arrêt internationaux contre moi, c'est d'une dizaine de mandats d'arrêt. Je vis avec la persécution jour et nuit. La persécution s'est tellement banalisée pour moi qu'elle est devenue comme un pot de Nutella. Franchement, le dernier de mes risques serait de comparaître devant un tribunal français. J'ai déjà comparu, j'ai déjà des procès en diffamation en France. J'en ai remporté presque 3 et un 4e qui est en cours de victoire. Et j'en ai d'autres qui sont en cours. Donc, j'ai roulé ma bosse. J'ai tout à fait l'habitude de gérer ce genre de situation. Et je tiens à vous dire une chose. Le journaliste qui ne dérange pas n'est pas un journaliste. Le journaliste qui n'a pas de procès, qui fait des révélations et des enquêtes sans qu'il ait des procès, ce n'est pas un journaliste. Le journaliste qui reste dans son bureau, caché derrière son micro, à attendre ce qu'on lui dit au téléphone ou à attendre à couper des dépêches, ce n'est pas un journaliste. Donc, dans notre métier, il y a une prise de risque naturelle dans notre métier. On ne peut pas être journaliste et algérien en plus, être journaliste algérien sans qu'il y ait une prise de risque. On est en France, vous pouvez d'ailleurs le voir, les journalistes de Mediapart ont eu des procès, il y a eu des grands journalistes français qui ont été auditionnés par les services secrets français, l'affaire Disclose sur l'achat, la vente d'armes françaises, d'armement, des armes made in France à des pays comme l'Égypte, etc. Les journalistes, ce sont des grands habitués des tribunaux. Il n'y a rien de... En fait, nous, quand on comparait devant un tribunal, c'est parce qu'on a fait éclater une affaire et que nous sommes, quelque part, on est en train d'éveiller le sens commun d'une société. On est des objecteurs de conscience, on est des combattants pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. On se bat pour que la vérité éclate. J'ai toujours dit dans l'une de mes dernières vidéos, un journaliste d'investigation, c'est comme un boxeur. Il boxe contre la vérité, il essaie de l'attraper. Mais quand on fait de la boxe, on prend des coups. On donne des coups et on prend des coups. J'en ai pris beaucoup de coups dans ma vie, j'en ai donné beaucoup. C'est notre métier, c'est la règle du métier. Celui qui a peur de ça ne peut pas être journaliste. Abdou Semar, d'après nos informations, Farid Benchir ne participera plus non plus au Conseil national de sécurité. D'ailleurs, il n'a pas participé au dernier conseil. Est-ce que vous confirmez cette information ? Je préfère ne pas commenter les décisions qui seront prises par les autorités algériennes. Parce que je ne voudrais pas influencer les autorités algériennes concernant le cours de leurs décisions, le cours des enquêtes qu'ils sont en train de mener. Et je n'ai rien de confirmé pour le moment, ni rien de sûr et de certain. Donc, pour le moment, je n'ai pas vraiment aucun commentaire à faire là-dessus. Je préfère m'arrêter aux informations qui sont confirmées, qui sont dans ma possession. C'était pas le but de votre enquête, Abdou Semar. Quel a été l'objectif de votre enquête? Très bonne question, Mehdi, parce que les gens croient que nous, Algérie Part, on fait des enquêtes pour dégommer les personnes. Pas du tout. Moi, j'ai pas de problème personnel avec M. Farid Benchir. Je trouve d'ailleurs sympathique à titre privé. En privé, il est vraiment sympathique, il est criminologue, il est intéressant. D'ailleurs, je pense qu'il aurait dû rester criminologue plutôt que de continuer à la tête de la DGSN. Franchement, je n'ai pas de problème personnel. Moi, je n'ai pas de but personnel. Moi, j'ai juste d'informer l'opinion publique et les décideurs de mon pays d'une situation illégale, illicite et anormale. Ça s'arrête là. Qu'on le limoge, on ne le limoge pas, ça rentre pas dans mon champ d'action. Moi, j'informe, je donne une vérité à mon pays, aux décideurs et à l'opinion publique de mon pays, et c'est à eux d'essayer d'en faire bon usage. Mais je ne peux ni les contraindre à faire quoi que ce soit, ni leur dicter. Ce serait vraiment prétentieux de ma part et mal élevé de ma part de leur dicter une quelconque conduite. Et si vos informations sont prises au sérieux par le régime algérien, est-ce qu'il pourrait y avoir des incidences plus graves, peut-être sur Farid Benchir, une mise à pied, des condamnations? Est-ce que vous croyez à ça? Il faudrait juste appliquer la loi. Les textes des lois algériennes sont clairs. Les pratiques illégales sont sévèrement punies, elles sont encadrées. Oui, il y a une loi algérienne qui doit être appliquée, que ce soit Benchir ou un autre. Encore une fois, est-ce que l'État algérien ira jusqu'au bout de... Est-ce qu'il appliquera la loi ou pas?
encore une fois, c'est des questions qu'il faudra vraiment poser aux autorités algériennes. J'aurais aimé que l'ambassade d'Algérie à Paris soit touchée pour qu'on puisse avoir son avis. Est-ce qu'il y aura une suite à votre enquête ou elle est terminée? Voilà, vous avez peut-être d'autres révélations à faire par la suite? Ah, ça, il faudra m'inviter pour une prochaine émission pour que je puisse vous le dire. Et on suivra ça avec attention, avec plaisir. Merci Abdou Semar. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef du média d'investigation Algérie Part. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.